Donc Gilles, là on est sur un autre bas-relief, alors d'une toute beauté. Voilà, oui. Les bas-reliefs qui étaient là, c'était des scènes de la vie du Christ. Ouais, C'était une série, vous l'avez forcément repéré, bas-relief par bas-relief, c'est toute l'enfance du Christ. Depuis sans doute l'Annonciation, qu'on n'a plus aujourd'hui mais qui devait exister, jusqu'à la Nativité, l'annonce au berger. Voilà. Je ne vous ai pas d'ailleurs montré l'ensemble des bas-reliefs. Non. Bon. Donc une série concernant vraiment l'enfance du Christ. Non, parce qu'il faut dire qu'en plus, vous avez encore dans d'autres salles beaucoup de fragments. Voilà. De moindre qualité. Voilà, moins présentable. Ouais. Mais là, alors par contre, on a quelque chose de tout à fait magnifique. C'est ces quadrilobes, qui sont des quadrilobes à titre décoratif, même si leur place est aussi symbolique. Chaque quadrilobe montre en fait certains aspects de la nature, du vivant, du monde tel qu'il était défini dans la cosmogonie du XIIIe siècle. Ici, nous avons les animaux terrestres. Le bœuf, le lion. Très beau lion. Extraordinaire. Magnifique. Ici, il y a également des animaux fantastiques, donc un dragon qui est considéré comme animal terrestre. Et ici, d'ailleurs, une brebis. Une brebis, oui. Voilà. Donc, un escargot. Escargot ici, oui. Au-dessus, un ensemble de décors tapissants en très très léger relief, avec des choses tout à fait intéressantes. Ici, un escargot qui fait fuir un personnage, évidemment synonyme de la lâcheté par excellence, puisqu'il fuit devant même le bruissement d'une feuille sur lequel passe un escargot. Et il y a un bouclier avec une tête humaine là. Voilà, un bouclier avec une tête humaine. Qui fait penser à un croissant de lune un peu. Ici, on a quelque chose de très très... Oui, voilà. Donc ici... avec une épée. Qui correspond à des choses qu'on a d'ailleurs dans des manuscrits. C'est très intéressant parce que ça permet aussi de faire la comparaison avec des sources. D'accord. Là, un certain nombre d'animaux terrestres qui sont en train de fuir devant, je ne sais pas, soit une catastrophe naturelle, soit la chasse des hommes. Ici, voilà, cet ovin qui est absolument extraordinaire. Pareil, oui. Là, nous avons sanglier, loup, renard, un cerf, évidemment, un cheval. Et ici, il y a un petit dragon qui est absolument délicieux. Tout ça est absolument prodigieux du point de vue de la qualité sculpturale. Et donc, on enchaînait sur d'autres quadrilobes, toujours avec le même décor tapissant qui continuait sur les angles, les écoinçons, et d'autres quadrilobes qui présentaient cette fois-ci d'autres animaux évoluant dans d'autres milieux. Donc ici, la terre, ici, les animaux qui évoluaient dans l'air, vous voyez, on a déjà des oiseaux, le premier pan d'un quadrilobe à oiseaux qui commence ici, et en face, on avait probablement un quadrilobe avec les animaux de l'eau, voilà. Des oiseaux magnifiques d'ailleurs. Oui, alors on peut là-dedans, il y a une présence, d'un réalisme qui d'ailleurs a dérouté les historiens d'art qui ont analysé un bas-relief comme ceci. D'habitude, ce type de sculpture, on va dire, on le retrouve dans la Renaissance italienne du XVIe siècle, à Florence. On ne retrouve pas ça dans l'art gothique. Voilà, et alors, on peut imaginer quoi sur la partie qui manque là? Ça continue. Donc là, on a d'autres sortes d'oiseaux, mais là pour le coup, elle a été retrouvée cette partie? Non, cette partie-là on ne l'a pas. On a d'autres parties, ni de gauche ni de droite en fait. Voilà. Là, on n'a pas les compléments ni à gauche ni à droite. On a retrouvé d'autres quadrilobes, mais cette fois-ci qui ne sont pas de cette série concernant les animaux, mais qui sont dans une série concernant, un quadrilobe qui concerne les évangélistes, les 4 évangélistes autour d'un agneau de Dieu. Donc nous en avons ici la moitié, et une moitié est actuellement dans les mains d'un antiquaire privé. Voilà. Alors ce qu'on n'a pas, on va en parler d'ailleurs de cette affaire, ce qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, ce n'est pas la pierre de Berchère. Non, c'est un liais beaucoup plus fin. Qui vient de l'Oise, éventuellement, de la Picardie. Oui. Voilà, probablement vallée de l'Oise, nord de l'Île-de-France. Si c'est pas le cas, c'est plutôt la basse vallée de la Seine. En tout cas, on est dans un calcaire au grain beaucoup plus fin. Voilà. Alors, vous me parliez de l'antiquaire. Donc, rappelons un peu l'histoire. Donc, il y a un antiquaire actuellement qui est en possession d'un fragment, voilà, qui a voulu le revendre à l'État fort cher. Et qui en demandait 3 millions, je crois. Alors, 3 ou 4 millions,
je vais pas m'aventurer plus là-dessus, je vous laisse l'entière responsabilité de vos propos. Puisque c'est une affaire qui est en cours, voilà, puisque l'État a déposé plainte. Selon une formule tout à fait juridiquement approuvée et que l'on entend largement dans vos confrères de médias, je ne me prononce pas sur une affaire en cours. Il est vrai qu'il y a jugement, que la justice a un certain nombre d'éléments qui ont été donnés par chacune des parties pour essayer de trancher dans le débat. Le débat, là par contre, on peut le dire, tient à un fait précis. Est-ce que ce bas-relief qui vient, alors là pour le coup, évidemment de Chartres, il n'y a pas le moindre doute là-dessus, c'est un morceau qui complète, qui fait la deuxième moitié d'un morceau qui est présent sur les collections de la cathédrale. Est-ce que, donc collections qui sont bien sûr propriété d'État, est-ce que ce bas-relief, ce morceau de bas-relief est parti de Chartres avant ou après la nationalisation des biens du clergé en 1790. Voilà. Ce qui donne lieu à une véritable enquête, dont les conséquences, pour le coup, même financièrement, vont être extrêmement importantes. Si le bas-relief est sorti de la cathédrale au moment de la destruction du Jubé en 1763, on considère dans ce cas-là qu'il est passé, on va dire, d'une institution privée à une autre institution privée et que l'antiquaire est tout à fait dans son droit. Si on considère que pour le coup le morceau en question, comme les autres morceaux qui sont ici, a été retrouvé par exemple dans le dallage, soit au moment de la Révolution dans les années 1793-94, soit au moment de l'incendie de 1837, soit au moment des recherches du Lassus en 1849, soit à une date encore postérieure, dans tous ces cas, il se trouve que ce morceau a été soustrait à un bâtiment qui appartenait à l'État. Avant ou après d'ailleurs la séparation de l'Église et de l'État, peu importe, c'est de toute façon un bâtiment qui est propriété publique, et dans ce cas-là, l'antiquaire, qui peut d'ailleurs même, il l'est de toute bonne foi, je crois, sur la provenance de son objet, on va dire à courte échéance, mais à très longue échéance, on considérera que c'est une sorte de recel. Voilà. Ce qui ferait jurisprudence d'ailleurs en la matière. Ce qui provoquerait effectivement une jurisprudence qui ne manquerait pas de passer. Oui, je pense. Un peu spectaculaire. Bon, voilà. Tout à fait, qui serait remarqué parce que, évidemment, l'antériorité de la propriété de l'État et la façon dont elle se posait, pour l'instant, on n'est jamais remonté au-delà, on va dire, des années 1910-1920. Là, on pourrait remonter, on va dire, à savoir, c'est quand même actuellement ce qui est le plus débattu, si le bas-relief n'est pas sorti du bâtiment qui est la cathédrale à l'occasion encore d'une réparation du dallage, mais cette fois-ci au moment de la Révolution, au moment de la Terreur, dans les années 1793-14, ou juste avant, au moment où l'église est affectée, la cathédrale est affectée à l'église constitutionnelle en 1792, on va dire. Dans les deux cas, ça se jouerait à quelques années près, mais ce serait propriété de l'État. Voilà. Remonter au XVIIIe siècle pour trancher une affaire juridique de propriété aujourd'hui, c'est vrai que c'est un cas de figure absolument exceptionnel. Et l'enquête policière va être difficile. Voilà, l'enquête n'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur ce dossier. Il y a assez peu d'éléments, mais d'éléments qui sont assez probants sur certains points. Par exemple, la composition du mortier qui a été analysée. Par exemple, certaines archives mentionnant la nature des pierres qui ont été découvertes, etc. Bon. Voilà, on va voir quelles vont être les conclusions. C'est loin d'être évident, les conclusions de ce procès. Voilà, il est assez dommageable, ça on peut le dire, mais je crois que l'ensemble, je me permets de le dire parce que je crois que l'ensemble des acteurs, que ce soit l'antiquaire, que ce soit l'État et que ce soit des observateurs extérieurs, considèrent qu'il est dommage que l'affaire n'ait pas pu être traitée en conciliation à l'amiable au préalable. Sans doute des exigences beaucoup trop hautes de l'antiquaire, qui a essayer de faire fructifier, on va dire, le cas de figure. Peut-être aussi une gestion du côté de l'État qui n'a pas été optimum pour un certain nombre de raisons à certains moments. Voilà. D'ailleurs, je crois que l'État, dans le cas de figure actuel, pour moi, a bien fait d'engager la procédure, puisque de toute façon, elle était bloquée. Et je crois qu'il faudra, de toute façon, quels que soient les résultats judiciaires,
et quel que soit, donc sur lequel je ne me prononce pas, et quelles que soient les évolutions ultérieures du dossier, il faudra empêcher coûte que coûte que cet objet-ci quitte le patrimoine français.